Bonjour, bienvenue dans un salle de presse avec un petit parfum de fin d'année, puisqu'on reçoit dans une spéciale, on peut le dire, les 4 grands dessinateurs de presse en Belgique. Jacques Sondron, Pierre Kroll, Nicolas Vado et Frédéric Dubus sont avec nous pour évoquer cette année très particulière, cette année qu'on peut qualifier d'historique 2020, l'année du virus, l'année du Covid qui est né en Chine et qui a déjà tué plus d'1,5 million de personnes dans le monde. Des décès évidemment aussi dans toute une série de domaines, dans le monde du sport, avec le footballeur Diego Maradona, dans le basket avec Kobe Bryant, c'était en début d'année. Des personnalités artistiques aussi évidemment, Annie Cordy qui nous a quittés, l'acteur Kirk Douglas, l'écrivain Luis Sepúlveda et de nombreux autres. Une année aussi marquée, c'est un événement en Belgique, par la formation d'un gouvernement après près de 500 jours après les élections, le Brexit aussi, et cette défaite de Donald Trump lors d'un scrutin qui peut aussi être qualifié d'historique. On va voir tout cela en dessin, avec humour, parfois légèreté, mais aussi avec sérieux, comme nos dessinateurs peuvent le faire dans leurs caricatures, leurs dessins qu'ils publient quotidiennement dans nos médias. Frédéric Dubus, bonjour. Bonjour. On commence par les morts tout de suite pour mettre de l'ambiance. On va commencer comme vous voulez, on verra. Jacques Sondron, bonjour. Bonjour Yann. Nicolas Vado, vous êtes un habitué. À votre place, vois, à la place des visiteurs du soir. C'est là que vous présidez 2 Je fois serai par mardi semaine. et mercredi. Également. Pierre Kroll est également parmi nous. Bonjour Pierre. Alors, je l'ai dit, l'un des événements majeurs, évidemment, qui a marqué l'année 2020 et qui continue de marquer, qui marquera sans doute encore l'année 2021, c'est le Covid. Alors, comment on évoque un événement aussi délicat ? Il y a de la tristesse, il y a de la mort, évidemment, des drames humains, et parallèlement un impact social, beaucoup de frustration, de la détresse psychologique aussi. Il y a également un énorme besoin de souffler, d'avoir quelque part une soupape. Est-ce que le dessin, est-ce que dans votre dessin, on va les voir, je vous ai demandé à chacun de choisir 3 dessins qui vous ont marqué cette année. Évidemment, chacun d'entre vous a mis au moins un dessin sur le Covid. Est-ce que quand vous dessinez sur le Covid, est-ce que c'est la gravité? Est-ce que c'est le besoin de légèreté qui l'emporte? Est-ce que vous voulez mettre de l'humour? Qu'est-ce qui vous motive quand vous dessinez sur le Covid, Frédéric Dubus? Je crois que la première chose, c'est d'essayer de mettre un petit peu de légèreté dans tout ça et d'essayer d'en rire. C'est pas de rigoler des morts, des choses comme ça. En plus, les morts, on les voit pas, on les a pas beaucoup vus. Donc, le principal, c'est je pense, effectivement, comme vous l'avez dit, de souffler un peu et d'essayer d'alléger un petit peu cette actualité qui est dure pour tout le monde, même pour nous, hein. Oui, je dirais comme Frédéric, je crois qu'aucun de nous, on s'est vraiment focalisé sur les morts. Il y a eu au début un peu cette règle, vous savez, du mort par kilomètre, c'est-à-dire on mourait en Chine, alors ça, on ironisait un petit peu là-dessus, qu'est-ce que c'est que ce virus et tout, puis on a vite compris qu'il allait nous arriver, on a beaucoup moins rigolé de ça. Vous avez déjà commencé à dessiner dès la Chine, dès le début? Oui, je crois que mon premier dessin, c'était, méfiez-vous, des pandas de Peridaisa, parce qu'on ne sait jamais qui soit arrivé avec ça, il y a déjà quelques temps. Mais je dirais surtout qu'on est un peu, alors certains plus que d'autres, des sociologues à notre manière. Je dis plus que d'autres parce que certains font beaucoup la chronique politique, des hommes politiques, c'est souvent à ça qu'on nous ramène, et certains, moi j'aime bien dessiner aussi la vie des gens. Or, rien ces dernières années n'a autant changé le quotidien de tous les Belges que cette histoire de coronavirus. Donc je pense que, pour ma part, en tout cas, j'ai beaucoup plus dessiné sur les conséquences du confinement et des décisions prises que sur les décisions elles-mêmes, que sur les politiques elles-mêmes. Même si certains, le duo Wilmès, Maggie Debloc, etc., étaient très inspirants. Mais... Oui, l'avantage, c'est que comme ça touche tous les pans de la société, on n'est pas obligé d'aller chercher les morts, on peut aller chercher les problèmes avec les masques, les confinements, les choses comme ça. Et effectivement, je pense qu'on a tous plutôt... explorer cette voie-là, quoi.
Oui, vous parliez des morts, de la tristesse, etc. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres choses tout autour. Il y a eu la stupidité des gens qui chassaient après le papier toilette. Il y a eu les décisions politiques qui changeaient tous les 2 jours. Donc on a eu plein de matières autres que de parler des morts, des choses ainsi. Le papier toilette, ça a été une source d'inspiration incroyable. C'était au début, mais je pense qu'il y a quand même eu 2 phases, parce que la première phase pour le premier confinement, c'est-à-dire on était tous sidérés, comme tout le monde, on était vraiment comme un lapin devant les phares d'une voiture, et donc on n'a pas vraiment questionné le confinement, c'était pas vraiment des dessins politiques, c'était des dessins beaucoup plus sociologiques. La deuxième phase, c'est-à-dire l'automne et l'hiver, où là il y a beaucoup plus de débats par rapport au second confinement, là la politique s'en est plus mêlée. Notre rôle en tant que dessinateur de presse, c'est aussi d'interroger les tabous. Et le tabou ultime, c'est pas la religion, c'est pas le sexe, c'est pas la monarchie, c'est la mort. Et comme disait Pierre, il y a la règle du mort kilométrique quand c'est un tremblement de terre au Pakistan. C'est loin. Quand c'est les attentats du 11 septembre, c'est déjà plus proche, mais c'est quand même loin. Même quand c'est les attentats de Bruxelles, c'est beaucoup plus proche, mais à part ceux qui étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit, ça va. En revanche, là, avec le coronavirus, la mort était à tous les coins de rue. Et ça, c'était vraiment un tabou énorme. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il était devenu quasiment interdit de mourir en Belgique et en Europe au printemps dernier. Et puis moi, par exemple, il y a quelque chose qui a changé, c'est que je suis assez anxieux de nature. J'étais hypocondriaque, et ben je le suis plus du tout. Pourquoi ? Parce que moi, le virus, je sais à quoi il ressemble. Je l'ai dessiné tous les jours, comme eux. C'est-à-dire que, en fait, le virus, je le visualisais. Quand on visualise quelque chose, tout à coup, on a moins peur. Et nous, on a tous dessiné ce virus parce qu'on en a fait un personnage pour qu'on puisse l'utiliser de manière narrative. Et du coup, j'ai jamais eu peur de ce virus, alors que je pourrais avoir peur, puisqu'il peut toucher n'importe qui. Donc ça, c'était vraiment un changement aussi. Donc ça a été bénéfique pour vous, Nicolas Wadeau. D'un point de vue de la santé mentale, oui et non, quand même. Mais on parle quand même de mort. Est-ce qu'on peut rire, est-ce qu'on doit rire dans ce genre de crise qui touche finalement, comme vous le dites très bien, un tabou ? Mais oui, mais on ne le fait jamais vraiment. Lorsque les on ne rit pas des morts. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais ri des morts. On ne se dit pas, lui, il est mort du coronavirus. Non. Les humoristes, qu'ils soient dessinateurs ou pas, rit de la mort, c'est-à-dire pour la maintenir à distance. Il y a beaucoup de belles phrases là-dessus, comme si on voulait l'intimider. Donc on dessine parfois la faucheuse, là en noir, avec sa faux, etc. Dessiner des gens qui sont en train de crever, je connais personne qui s'amuse à faire ça. Je dis parfois en boutade, on va rire du fumeur, c'est déjà méchant, du gros fumeur, en disant tu vas un jour mourir. Mais quand il est en train d'en mourir, on ne rit plus de lui quand même. On voit un dessin à l'écran, un de vos dessins, Pierre Kroll, avec cet hôpital qui est près de s'effondrer avec le nombre de cas de coronavirus qu'il doit supporter. C'est quasi un Franquin, ça c'est inspiré des idées noires quasiment. Ça. Oui, si on veut. Oui, c'est vrai, il y avait une ambiance comme ça, un peu idée noire parfois. Hein. Tous les jours, on se lève le matin dans cette année sans fin, comme je l'ai appelé pour le titre de mon livre, avec le nombre de morts d'hier. C'est assez incroyable, on dirait un peu une histoire de Franquin, effectivement. Et il y a des images très rares qui ont été d'ailleurs un peu censurées. Vous savez que devant un grand hôpital liégeois, mais je crois que c'était peut-être pas qu'à Liège, on a dû un jour tendre des bâches parce qu'il y avait des camions frigo de boucherie qui venaient chercher des morts parce qu'il n'y a pas assez de frigo dans les morgues pour ça. Des images pareilles, Franquin aurait déprimé à les dessiner. Je dirais une dernière chose pour intellectualiser le sujet, puis on peut peut-être parler d'autre chose que du corona justement. C'est que je pense que, on parlait de sociologie, je pense que l'épidémie nous a révélé ce que nous étions à chacun. Alors c'est simple, ça fait intellectuel, mais c'est tout simple. Celui qui vit dans un petit appartement de merde, dans une moche commune, qui n'a pas de cour, qui n'a pas de jardin, qui n'a pas de balcon, il le sait. Mais pendant le coronavirus, putain, il s'en est bien souvenu, quoi. Il l'a bien vu. Et celui qui a un grand jardin, une maison de campagne et un appart à la mer, il en a profité comme jamais. Et on peut compliquer les choses, mais on s'est révélé à nous-mêmes qui était capable de résilience, qui a soigné son hypocondrie, qui a paniqué beaucoup. Tout le monde s'est révélé à soi-même. Encore peut-être une dernière chose sur le Covid, ça a révélé aussi toute une série de nouveaux personnages, si je puis dire. Il y a ce dessin de Frédéric Dubus avec M. Van Latem et M. Marius Gilbert. Oui, Marius Gilbert, on le reconnaît bien aussi, qui tient une... Bon, on le reconnaît bien quand même, Frédéric, il t'a déjà fait mieux, mais je l'ai reconnu. Moi aussi. Ça vous a inspiré, tous ces nouveaux personnages ? Ça c'est l'avantage, c'est que ça fait surgir effectivement des nouveaux personnages, des nouvelles petites marionnettes dans notre petit théâtre. Et ça permet effectivement, je pense aussi
de rire un peu d'autre chose que des morts, d'avoir ces têtes qui viennent nous... Parce qu'ils ne sont pas très rigolos, ces deux-là. Enfin, pour ça, moi, j'ai choisi ce dessin, parce que je trouve que l'ambiance est assez... J'étais assez content de l'ambiance rendue, en fait. C'était absolument mortifère, c'était Halloween, et voir arriver de nouveaux personnages qui symbolisent parfaitement bien la crise qu'on vit, c'est salvateur. Ça nous change un petit peu Et puis, c'est vrai qu'on... de ceux qu'on a l'habitude de faire. On a des nouvelles têtes, en effet, et parfois, l'image qu'on a dans les médias ne correspond pas. Par exemple, Van Latem, je l'ai eu dans Les Visiteurs du Soir pendant 2 heures ici, et c'était juste après qu'il nous ait fait sa conférence de presse complètement surréaliste, où il nous disait, le guide du savoir-vivre, vous n'allez pas recevoir les gens, vous allez mettre un masque, vous n'allez pas desservir la table. Et je me suis dit, ce type vit sur une autre planète, il doit avoir une tête comme ça. Et en fait, le gars, il était absolument charmant, et il était plein d'autodérision. Donc c'est pas mal aussi de les voir pour se confronter de temps en temps à la caricature. Mais c'est vrai que c'est des personnages... Moi, je préfère les voir le moins possible. Parce qu'après, effectivement, on n'a plus le regard que les autres. Les personnages vous appellent parfois aussi, après? Moi, Non. jamais. Non. Non, Pierre? Non? Non. Les côtoyez pas, les politiques quand même. Oui, dans une émission de télé où j'allais, dans un passé lointain, dessiner en direct, parce que maintenant on m'a prié de ne plus venir sur les plateaux. Vous êtes toujours le bienvenu ici, hein, Pierre. Merci, voilà, je les côtoyais toujours parfois. Et c'est une chose dont on a déjà parlé entre confrères. Ça ne doit pas changer fondamentalement le métier, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de petit service après-vente. Quand je me fous de la gueule d'Elio Di Rupo, dans le quart d'heure qui suit, je le voyais évidemment en face de moi. Mais bon, c'est très accessoire. Jacques Sondron, vous avez également parlé de la pandémie. Vous aviez choisi un dessin sur l'école, plutôt le retour à l'école ou le non-retour. Un petit garçon qui ne veut pas rentrer à l'école, qui préférerait aller au bistrot. Bah oui, en fait, parce que ça met les deux grands points de la pandémie, je pense. C'est effectivement l'école ou pas l'école, et l'ORECA qui a souffert certainement le plus de cette pandémie. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'est de l'humour pur. Il n'y a pas d'engagement ni rien du tout. Voilà, donc j'imaginais que le gamin, quand on a déconfiné la première fois, on parlait du retour à l'école. Et puis lui, il aurait préféré retourner au bistrot. Parce qu'il parle d'humour pur, j'en avais déjà parlé avec Pierre, les autres seront peut-être d'accord aussi. Nous, on a découvert quelque chose pendant le premier confinement, c'est-à-dire que, puisqu'on était chez nous comme tout le monde, donc on n'avait plus de sollicitations extérieures, des conférences, d'interviews, des machins, ce qui fait que moi, je pouvais dessiner du matin au soir, comme quand j'étais étudiant. Et donc, j'ai redécouvert le plaisir du dessin pour le dessin. Si je voulais dessiner tout à coup un bâtiment avec 10 étages et 25 fenêtres, eh ben, je pouvais les dessiner une par une. J'avais tout le temps qu'il fallait. Et ça, j'ai vraiment redécouvert le plaisir du dessin pour le dessin, et j'espère que j'ai pu le transmettre à mes lecteurs. Alors là, on va voir votre dessin, le dessin que vous avez choisi. Ce n'est pas un dessin qui était un immeuble, mais plutôt un paquet de cigarettes, Oui. Avec ce fameux vivre tu que vous aviez choisi de mettre en exergue. Oui, ça c'est un dessin de début novembre, je crois, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, soudain on a eu l'impression qu'il était devenu totalement indécent de mourir. Or, malheureusement, la vie, le coronavirus nous a rappelé que nous faisons partie de la nature, et que la nature parfois se rappelle à nous, et qu'on vit et puis un jour on va mourir. Et c'est ce que je voulais montrer dans ce dessin, parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de frénésie par rapport à notre rapport à la mort. Et c'est qu'en ça que je dis qu'on est là pour interroger les tabous, et notamment le tabou ultime qui est notre rapport à la mort. Alors on va marquer une petite pause et puis on reviendra avec de nouveaux dessins, évidemment les élections américaines. Delphine Boel aussi, qui vous a beaucoup inspiré cette année. Vous êtes dans Salle de presse, nous sommes avec Jacques Sondron, Pierre Kroll, Nicolas Vado et Frédéric Dubus, les dessinateurs de l'avenir, du soir, du Vif l'Express, de la dernière heure. Et de la Libre. Et de la Libre. Et de l'écho. Et de l'écho, tout à fait. Je ne vais pas oublier. Et du soir mag. Et du soir mag. Ah ouais, non, mais on fait quelqu'un tout. veut qu'on mette un petit coup de Ciné Télé Revue. Ciné Télé Revue. Il n'y a plus de très place bien. pour personne. Un peu RTBF, ça c'est fini. Hélène Vadka. Non, c'est pas Hélène fini tout à Vadka. fait. Non, je suis C'est plus pas en encore direct, fini. mais- Donc tout le monde a fait son petit coup de pub, merveilleux. Alors l'un des autres événements phares, ce sont les élections américaines, évidemment. Alors est-ce que là, messieurs, je dis messieurs parce que la profession n'est pas très féminine, et d'ailleurs peut-être... C'est quatre vieux mâles blancs. Oui, Voilà. en effet. Oui. Comment ça se fait qu'on n'a pas de femmes? Pourquoi? Vous avez une explication? Moi, j'en ai une, mais elle ne dessine pas. Moi, j'en ai deux, mais elle n'était pas libre. Non, c'est pas ça.
Non, mais oui, ça c'est un autre sujet. Je ne sais pas moi. Il y en avait une, il y avait personne. Cécile Bertrand, mais qui ne dessine plus. Ah, c'est qui une ne publie vieille plus. femelle blanche. Oui. On encourageait les femmes à dessiner. Il y avait Catherine pour rentrer dans aussi, cette profession. Non, mais je crois que c'est parce que les femmes n'ont pas d'humour, qu'elles ne savent pas bien dessiner. C'est tout. Voilà. Je dis ça de manière tout à fait On va se objective. prendre les réseaux sociaux. Hein, messieurs, Alors, je vous Voilà, moi, pas vous. Ceci dit, au sein du réseau Cartooning for Peace, dont nous sommes membres, Pierre et moi en tout cas, il y a de plus en plus de femmes, et notamment un pays, par exemple, prenez la Tunisie, il y a une fille qui s'appelle Willis from Tunis, Nadia Kiari, qui dessine, qui est très connue là-bas. qui est excellent d'ailleurs. Et qui est excellente et qui se bat au quotidien, elle, contre l'obscurantisme avec beaucoup plus de courage que nous parce qu'elle est là-bas à Tunis. Et donc, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais c'est un fait qu'il y en a moins. Espérons que l'année prochaine, ce plateau sera un peu plus. Oui, nous, on a féminin. bientôt fini. Là, on est sur le. Ah, j'ai fin pas de dit ça, carrière. j'ai pas dit ça. Toi, oui, moi pas. Hein. En tout cas, c'est pas nous qui leur fermons la C'est pas porte. ce qu'on Il m'a faut dit. quand même le dire. Ni les rédactions. Moi, j'ai travaillé à peu près tous les rédacteurs en chef, pas l'actuel du soir, mais étaient des femmes. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes dans la presse. Peu dans le dessin de presse, mais vous savez, il y en a quand même relativement peu dans la bande dessinée. C'est un vieux débat. Hein. Pourquoi dans Tintin, vous voyez juste passer de temps en temps une femme à l'arrière-plan Bon, on est parti pour très longtemps si on parle de la masculinité du monde visible. Alors, les élections américaines, la difficulté. À propos de vieux mâle blanc. À propos de vieux mal blanc, en effet, Oui. là on est en plein C'est dans le vrai, il y en a sujet. deux. La difficulté n'était-elle pas de ne pas tomber dans l'anti-trumpisme primaire. J'y Joli, arriverai. c'est une belle allitération. En Ben, effet. Trump est tellement caricatural en lui-même, par ses propos, par ses gestes, que c'est effectivement difficile de tomber dans C'est le un client parfait poujadisme. Oui, je Non, pense. mais que non. c'est une caricature C'est très en difficile. C'est elle-même. un piège. Hein, parce C'est que- c'est un piège parce que justement, notre métier, c'est de faire de la caricature sans être caricatural. Or, lui, il est caricatural. Ce qui fait que quand on dessine Trump, c'est plus de la caricature, c'est du dessin d'observation. C'est le président punk. C'est pas par excellence. où est la valeur ajoutée ? Et donc, on pourrait se dire un matin, tiens, j'ai pas d'idée, je vais aller regarder son fil Twitter. Il a sûrement dit 1 ou 10 conneries sur la journée, je vais trouver. Mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. On doit l'utiliser comme n'importe quel autre personnage, c'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il fait ou ce qu'il ne dit pas, comme on ferait avec n'importe qui d'autre. Donc moi, j'ai jamais trouvé que c'était un personnage facile, au contraire, parce que justement, il fallait aller au-delà de la caricature. Mais ce qui me fascine maintenant, ça fait un mois qu'il a perdu, enfin il est le seul à pas encore le reconnaître, mais il a perdu, j'ai l'impression d'avoir déjà affaire à un has-been. Je sais pas vous, hein, mais j'ai l'impression qu'il est déjà dépassé. En fait, il est démagnétisé parce que sa diatribe populiste disant que tout a été volé ne marche plus. Ça marche avec sa base des 70 millions d'Américains qui ont voté pour lui, mais par ailleurs, ça ne fonctionne pas. Et donc, il a vraiment un côté personnage déjà du passé. Alors en parlant de has-been, on voit le dessin de Frédéric Dubus qui défile avec ce fameux J'ai gagné où il est impérial derrière son bureau, mais sur une plateforme de déménagement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Non, C'est très parlant comme dessin. C'était à mon avis un bon résumé. L'idée me faisait rire qui descendent sur le... Voilà, mais c'est dangereux aussi. C'est difficile aussi parce que faire un dessin qui serait pour Trump, pas contre lui, c'est impossible. Vous avez essayé ? J'ai déjà réfléchi à l'idée. Je me dis, tiens, est-ce qu'on peut faire un dessin qui défendrait Trump ? C'est illisible. Moi, je l'ai fait une fois ou deux quand même. J'en ai fait vaguement un où Parce il donne que un coup de pied à Greta Thunberg qui arrive en bateau à New York. Et moi, il y a un autre mais- sujet sur lequel j'ai fait un bouquin sur lui. Très Et il y a compliqué. un sujet sur lequel je lui donne un peu raison, c'est sur la Chine, parce qu'il a fait le sale boulot que nous, Européens, n'osions pas faire. Donc c'est sur ce Le sujet-là. bilan de Trump n'est pas exécrable, hein, loin de là. Bah, si, il est quand même exécrable, mais Non, pas surtout. Il y a toute une série de domaines dans lesquels il a en effet... Voilà, sur la guerre commerciale avec la Chine, même si la guerre commerciale avec la Chine n'apportera rien de bon, ni d'un côté ni de l'autre, il a fait ce que nous n'avons pas osé faire. C'est le seul moment où j'ai pu être un petit peu positif. Mais après, en effet, on peut être rattrapé parce qu'on fait un dessin qui est positif par Trump, ça va être repris par toute tous les réseaux sociaux et on n'en sortira pas. Donc c'est difficile, mais avec Biden, ça va être plus compliqué, mais ça va être plus intéressant parce qu'il y aura plus de décryptage à faire, je pense. Mais cette année, en tout cas, c'est quand même les élections qui vous ont le plus marqué pour Trump, parce que tous vos dessins se rapportaient aux élections. Il n'y avait pas d'autres événements en relation avec Trump. Pierre, vous le faites
intervenir là devant ses prédécesseurs, qui étaient plus prestigieux que lui. Ah oui, parce que c'était un fait nouveau dans l'histoire politique américaine que le président ne reconnaisse pas sa défaite. Tous les autres l'ont fait. Vous savez qu'il n'ira sans doute pas le jour du couronnement là, de Biden, etc. Bon, il fait des premières, quoi. Et celle-là était évidente. D'ailleurs, même ce dessin a fait rire des gens aux États-Unis. Mais moi, j'ajouterais à ce qu'a dit Nicolas, qui est effectivement juste, que dessiner. D'abord, on n'est pas tenu d'être objectif, d'être neutre. Nous, on peut aussi personnellement ne pas aimer Trump comme on n'aime pas quelqu'un d'autre. La difficulté, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne l'aiment pas et que tout ça est très très organisé dans le monde, donc on a l'air d'être de l'avis de tout le monde. Et je suis d'ailleurs étonné parce que Trump, son importance, c'est qu'il est vraiment emblématique de ces courants populistes qui existent un peu partout. J'en tiens pour preuve, tout simplement, on le remarque tous, nous, sur nos pages Facebook et tout, devant les réactions des gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent en Belgique que Trump a raison, que ça a été truqué, tout ce qu'on veut, et qui aiment son propos, qui aiment ce qu'il dit. Alors, je ne condamne pas leurs paroles, je remarque qu'avant, c'était loin tout ça, on s'en foutait. Des gens étaient parfois pour le régime communiste, ils adoraient pas la personne de Brejnev, je parle au très vieux, ou de Mao Tse-tung, ou j'en sais rien. Ici, il arrive à faire que sur la terre entière, il y a des gens en Belgique qui disent « ouais, ce type, il parle comme nous. Attends, tu vis pas en Amérique, t'as rien à voir avec un paysan américain, etc. Qu'est-ce que tu racontes ?» Et ça, c'est la force de ces populistes-là. Et ça, comment nous en moquer, enfin jouer un tout petit rôle dedans pour ne pas leur donner plus de pouvoir, c'est pas facile. Donc c'est vrai que c'est pas un si bon client que ça. Et nous, on est des Européens, on dessine pas pour les Américains, on dessine pour les gens ici. Et c'est intéressant d'étudier la société américaine parce que, par exemple, un personnage comme Trump ne peut pas être transposé tel quel en Europe parce que le rapport au capitalisme aux États-Unis est totalement différent du rapport au capitalisme ici, puisque c'est des protestants. Cultiver la terre et en tirer une richesse, c'est rendre grâce à Dieu aux États-Unis, dans la culture protestante. Ce qui fait que le fait qu'on ait un milliardaire qui soit populiste, qui gagne beaucoup plus que les gens qui votent pour lui, ça ne leur pose pas de problème. Alors qu'ici, ça serait plus difficile. Mais quand Frédéric disait qu'il y avait faire des dessins favorable à Trump, c'est difficile. Il faut regarder aux États-Unis, il y a plein de dessinateurs américains pro-Trump et j'ai vu plein de dessins américains qui sont vachement bien faits. On les connaît pas ici. On les connaît pas ici parce que c'est pour eux, mais qui sont vachement bien faits. Enfin, je veux dire, on connaît rien des États-Unis chez nous. Enfin, on connaît que Trump. C'est intéressant d'écouter. Dans votre profession, vous allez voir ce que font vos confrères américains ou autres. Moi, oui. Est-ce que c'est une source d'inspiration? Vous allez voir ce qu'ils font? On le voit par facilité. Je veux dire, on est tous sur Facebook, etc. On a comme amis d'autres dessinateurs et donc on voit le fil d'actualité, que ce soit en France, aux États-Unis. Effectivement, donc on les voit. Moi, j'essaye toujours de ne pas trop regarder parce que je trouve que ça coupe un peu l'imagination. Je veux dire, si aujourd'hui je vois le dessin de Kroll qui me fait beaucoup rire, je sais que demain je dois traiter le même sujet. Et je vais avoir difficile de trouver un truc aussi drôle, etc. Donc j'essaye de me couper un petit peu du monde, mais comme on est là-dedans tout le temps, on en voit de partout. De toute façon, on se dit tous que son dessin est pas mal, mais le mien mieux. Enfin, je pense qu'on pense tous ça à un moment ou à un autre. Il vaut mieux, effectivement, je pense pas trop regarder. Parce que quand on voit un bon dessin, on est bloqué, on dit mais oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Ouais. Et puis quand on en voit un mauvais, ça n'a aucun intérêt. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que comme nous savons produire des dessins, c'est notre métier, nous savons faire le travail à l'envers. Et vous parlez des États-Unis, moi je vais regarder un site, je peux le donner, qui s'appelle Kaggle.com, CAGLE.com, où il y a tous les jours, à peu près tous les dessins de la presse américaine. Et moi, ça me permet de comprendre, sans devoir lire en anglais des longs articles ou lire les journaux américains, de comprendre ce qu'on pense aux États-Unis. Je vois les pour, je vois les contre et je comprends leurs dessins. C'est un petit exercice qui rend en plus hommage au dessin. À l'inverse, quand je vois des dessins de l'étranger sur la Belgique, c'est assez rare, mais ça arrive, en général, ils sont complètement à côté du sujet. Donc c'est aussi intéressant de voir comment nous pouvons percevoir les dessins qui sont faits dans les autres pays. Donc c'est pour ça que moi je regarde les dessins à l'étranger, je regarde leurs dessins aussi, et je ne suis pas d'accord avec toi, parce que quand je vois un super dessin de l'un de vous, d'abord, je suis très jaloux parce que je me dis merde, c'est moi qui aurais dû avoir cette idée, ils l'ont eu, je suis très jaloux. Mais en fait, ça me motive. Je me dis, je vais essayer de faire une certaine émulation. Je trouve que c'est une émulation, c'est intéressant. Oui, moi, je regarde leurs dessins tous les jours. C'est une émulation, mais ça peut être un blocage aussi. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Pour Frédéric Dubus, c'est un blocage. Pour Nicolas Wago, c'est une simulation. C'est de l'émulation à long terme, mais quand on voit le truc, quand vous cherchez une idée sur, merde, il y a eu l'idée. Quand vous cherchez une idée sur, je ne sais pas moi, Biden qui va arriver au pouvoir, et que vous voyez un dessin qui est juste parfait, qui donne le bon ton, qui est drôle, etc.
Sur le moment, c'est difficile. Parfois, le lendemain, vous y arrivez, mais sur le moment, ça bloque vraiment l'esprit. Juste encore évoquer un petit point, Pierre. Vous parliez des États-Unis, d'un dessin qui avait été vu, un de vos dessins qui avait été vu aux États-Unis. Le dessin, c'est un langage universel, et pourtant, on constate quand même souvent que les dessinateurs sont des gens du cru, c'est des locaux. Oui, mais l'humour n'est pas universel. Voilà. Donc le dessin, à la qu'est-ce limite, qui fait justement que ça ne passe pas les l'humour, frontières, c'est culturel. que vous ne travaillez pas, je ne sais pas, en France ou aux États-Unis, finalement, vous pourriez. C'est pas le cas. Pourquoi ? Alors, on est tributaire aussi du côté feuilletonnesse, c'est-à-dire nos lecteurs nous connaissent, ça fait tellement longtemps qu'on est dans nos journaux, nos lecteurs chaque jour, ils attendent ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on peut faire des récurrences, c'est-à-dire quand on a des feuilletons comme le Brexit par exemple, moi dans l'Écho j'ai fait 200 dessins sur le Brexit, je sais que les gens attendent ça, donc il y a vraiment une connivence au sens positif du terme avec le lecteur. C'est pour ça quand il y a eu l'affaire du New York Times par exemple, où Chapat et Heng se sont fait virer il y a un an, il ne faut pas oublier que c'était des dessins d'agence, ce qui fait que ça n'impliquait pas le projet rédactionnel du journal en question. Or, nous, en Belgique francophone, et on est quand même une exception quasiment mondiale, où chaque journal a son dessinateur attitré à des endroits très visibles, c'est une exception. Quand je parle avec des dessinateurs étrangers, je leur dis comment ça se passe chez nous, ils sont là, ouais, c'est super. Donc il y a ça. Ensuite, les dessins ne peuvent pas être montrés à tout le monde, c'est-à-dire, on l'a vu avec les attentats de Charlie, un dessin que vous allez faire ici n'aura pas la même résonance et ne sera pas perçues de la même manière à l'autre bout du monde, parce que c'est pas parce que nous avons des valeurs universelles qu'elles sont universellement partagées. On en parlera aussi. Mais pas que les valeurs. L'humour, c'est aussi une question de connivence. Vous allez rire ensemble de votre beau-frère ou de l'oncle alcoolique ou je sais pas quoi, et quelqu'un qui ne le connaît pas va pas comprendre du tout pourquoi vous trouvez ça marrant. Et c'est vraiment la base de la chose. L'humour est effectivement... Il existe partout des formes d'humour, mais on n'a l'humour pas n'est le pas même universel. humour au Pakistan. Vous avez déjà été approché l'un de vous Même par en Flandre, des quotidiens, des médias étrangers? On les a en tout cas approchés, je ne sais pas dans l'autre sens, mais par exemple ce site lacagole.com, je connais Darren Cagle et j'ai déjà publié des dessins américains là-bas. Vous savez, ils ont cette manie en Amérique de tout coter, tout doit être chiffré, surtout en dollars si possible. Et donc ils vous mettent des petites étoiles au nombre de dessins. Moi, les dessins qui étaient les plus drôles, qui faisaient le plus marrer ici en Belgique, je ne parle pas lorsqu'ils traitent de Delphine Boel, hein, ça je sais bien qu'ils ne connaissent pas, mais même lorsqu'ils parlent de Trump ou quoi, valait une étoile pour un Américain, quoi. Moi, j'ai laissé tomber. Je sais que les Américains, vous savez, c'est d'ailleurs une grosse erreur qu'on fait souvent en Belgique, sont beaucoup plus éloignés de nous que ce qu'on croit. Hein. Comme on bouffe des feuilletons américains tout le temps, on a un peu l'impression d'habiter à Bruxelles ou à Liège, une petite ville américaine. C'est pas vrai du tout. Hein. Ils sont quand même culturellement très éloignés de nous. Donc non, travailler pour des journaux étrangers, à part la France, et puis on a assez de boulot en Belgique. Quand même, ou alors on fait du produit blanc. Je n'en citerai pas, mais il y a des dessinateurs qui savent faire le dessin qui passera partout dans le monde. Mais vous montrez mon dessin que j'avais mis sur Trump, par exemple, celui-là, il a énormément tourné sur Twitter, sur des sites démocrates américains, parce qu'il était en anglais, parce que j'avais mis fraude et vote, parce qu'il n'y avait pas à mettre plus, mais il était publié ici dans l'Écho, mais il a beaucoup tourné sur les sites américains. Donc voilà, mais comme ils disent, on a quand même énormément de boulot ici. Donc voilà. On va quitter les États-Unis pour revenir en Belgique et pour parler de l'affaire Boel, Delphine Boel. Avant ça, on va marquer une petite pause. Vous êtes toujours dans Salle de presse avec Pierre Kroll, Jacques Sondron, Frédéric Dubus et Nicolas Vado. Nous évoquions les élections américaines. On va parler maintenant de Delphine Boel. C'est l'un des grands faits de l'année également. Un fait qui vous a inspiré pour la plupart. Pierre Kroll, Albert II, c'est un personnage... Ça fait 20 ans, 30 ans que vous le dessinez. C'est vraiment l'un de vos grands favoris, ça. Feuilletonné, pour reprendre le mot de Nicolas, oui, bien sûr. Et je trouve que c'était un plaisir parce qu'il est un peu au cœur même de notre métier. C'est tout simple. On nous dit souvent que nous sommes un peu les fous du roi dans notre démocratie. Alors voilà, justement, on en a un de roi. Donc, vous savez, quand j'ai commencé, il y a effectivement 20 ans, au début de son règne, à le dessiner en robe de chambre, en pantoufles, simplement parce que ce monsieur ne s'attendait pas à régner. Hein. Vous savez qu'il croyait que ce serait jamais son tour. Et... ça ne s'est pas passé tout seul. Hein. Au début, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ce genre de choses. Lorsque, un peu plus tard, je l'ai rencontré, lui, ça l'amusait beaucoup. Mais pas la reine. La reine m'a répété, Paola, que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Donc il y a eu un plaisir à faire ce qui Lui, il vous a dit qu'il souriait quand il voyait vos dessins ?
Mieux que ça, son chef de cabinet, Van Ypersel pour ne pas le nommer, m'a dit, je dois vous faire une confidence, je crois que maintenant je peux le dire, il dit, le roi m'a dit qu'il se retrouvait dans tout ce que vous lui faites dire. Donc lorsque je faisais parler le roi à propos de la NVA, à propos de son fils qui allait lui succéder et de ses compétences supposées, ou à propos de Delphine Borel. Même pour ça, même pour les compétences supposées de son il fils. paraît que le roi trouvait, oui, c'est vraiment, il dit ce que je peux pas dire tout haut. Bon, à vérifier. Hein. Mais donc le feuilleton Delphine est effectivement passionnant. Je l'ai rencontré aussi, elle. Alors c'est à un moment qu'elle aime bien mes dessins et lui aussi, ça veut dire que peut-être pas, je ne prenais pas parti, mais pourquoi en même temps c'est une histoire de famille et moi elle ne me regarde pas hein, sur le fond de l'histoire. Mais c'était vraiment un feuilleton très gai à faire, surtout terminé par ce dessin. Bon, il accouche enfin. Je tiens à faire remarquer quand même, puisque nous sommes souvent des observateurs de la narration par les journalistes des choses, qu'on me dit depuis plusieurs semaines et tout, le roi a quand même fini par reconnaître Delphine. Non, le roi n'a pas reconnu Delphine. La justice a fini par dire, ça commence à bien faire, c'est votre fille. Ah bon, d'accord, voilà. Et alors j'aime beaucoup, moi, le dernier dessin, parce que Delphine m'a dit qu'elle l'avait aimé dans cette, si je peux aimer mes propres dessins, de cette réunion de famille. Le mec qui s'auto-like sur Facebook. Oui, il a plusieurs comptes. C'est pour ça que je l'attends. Ça, c'est la honte, c'est pas possible. Vous avez raison, on ne se charrie pas assez ici sur ce plateau. Mais si vous commencez, je ne vais pas m'arrêter. Hein. Bon, on va commencer. Oui, mais on a là, il est 11h35, on va devoir y aller. Vous lâchez. Moi, si je parle de mes c'est l'heure dessins, d'apéro, Frédéric, c'est allons-y, pas hein. ça. Vous avez été sage pendant la première demi-heure, vous pouvez y aller. Voilà. Si je parle de mes dessins, c'est parce que moi, je les comprends. Avec les vôtres, j'ai parfois du mal à comprendre ce que vous voulez dire. Au moins, toi, tu les comprends. Oui, parce que Ça nous, fait on au a du moins mal un. parfois à les comprendre. Donc je voulais parler d'un dessin, je ne sais pas si je voulais envoyer de cette réunion de famille quand même assez merveilleuse, où vous avez Paola qui se tient bien loin dans un fauteuil en tenant son sac comme si Delphine allait lui piquer, Delphine qui a quand même un peu gagné, qui sourit, le roi Albert, on ne sait pas très bien si on l'a obligé à faire ça ou quoi, mais enfin il est là au milieu. Moi j'ai imaginé que Delphine doit dire à sa maman, pas encore, toi ce sera pour plus tard peut-être à Noël. Enfin c'était un peu la fin de toute l'histoire, et on peut en parler beaucoup, c'est une belle histoire. Vous savez qu'Albert a une histoire particulière avec les femmes, il était beaucoup plus coureur de jupons que son frère Baudouin, et tout le monde sait ça. Moins, ça aurait été difficile. Regardez un peu la vie que ça lui fait maintenant, quoi. Il est empoisonné par l'actuel, l'ex par sa fille, c'est pas un fils. Ah, c'est quand même un beau roman. C'est déjà bien qu'il n'y ait qu'une fille naturelle qui apparaisse. Ce n'est pas dit. J'ai des informations. Vous avez des informations, Pierre? Pas du tout. C'est pour suite alors. Mais est-ce que vous avez l'impression que les mœurs ont évolué? Vous souteniez quelque part plutôt dans vos dessins plutôt Delphine, si j'en crois ce qu'on voit. Moi, je dirais plutôt Delphine, oui, parce que sa demande était assez légitime. Et le roi, enfin Albert, il s'est enfoncé dans un déni que finalement la population ne comprenait pas, parce que effectivement ici en Belgique c'est pas une affaire d'État que le roi ait eu une aventure et une fille cachée. Je veux dire, c'est pas comme en France où Mitterrand avait aussi une fille cachée, où ça devenait compliqué. Sauf ici, qu'en France, c'est une monarchie cachée, c'est ça la différence. voilà. Ici en Belgique, tout le monde s'en fout, donc il aurait reconnu tout de suite, on n'en aurait pas parlé, on n'aurait pas fait d'histoire, et il serait sûrement moins emmerdé maintenant qu'à l'époque. Moi, j'ai peu dessiné dessus parce que d'abord, je suis un sale français républicain, premièrement, et puis ensuite, ça relève. Ça aurait pu vous faire plaisir, justement. Non, mais ça relève les déboires de la monarchie. Ouais, mais belge. pour moi, ça relève avant tout de la vie privée, donc j'en ai rien à foutre de l'affaire Delphine Boel. En revanche, ce qui me dérangeait, c'est le double discours, c'est-à-dire le roi à Noël avec le sapin et la reine et moi, les bonnes valeurs de la famille, alors qu'il faisait exactement le contraire dans le privé. C'est ça, la question politique, c'est ça. Le reste, c'est d'ailleurs une affaire là-dessus qui qu'on reste dessine. privée, hein. C'est d'ailleurs ça qu'on dessine, Ah oui. plus que... Alors, d'ailleurs, votre dessin, hein, vous savez que j'ai bien connu votre mère, était... Le déni jusqu'au bout. Il est très bon celui-là, Frédéric. Oui, il est très bon. Ah, quand même. Oui, il lance des fleurs aussi, hein, Frédéric. Il l'a C'est compris gentil. celui-là. Oui, mais je l'ai liké moi-même. Ah, c'était toi. Mais oui, c'est le déni jusqu'au bout. Un dessin très simple. Voilà, on imagine, enfin, on imagine ce qu'ils ont pu se dire dans cette petite réunion à trois dont on a vu la photo. Et voilà, le mec qui est complètement à l'ouest et qui jusqu'au bout n'arrive pas. Et c'est vrai, personne ici ne comprend pourquoi il n'a pas reconnu ça plus tôt. C'était une évidence pour tout le monde. Faut pas oublier qu'il disait que c'était des ragots, hein, quand ça a été publié la première fois dans le livre de ce journaliste flamand, il disait que c'était des ragots. Bah non, c'est pas plus des ça ragots. avançait, plus on se rendait compte qu'il était coincé. Bon, voilà. Il y a un mystère là que moi je ne m'explique pas. C'est un côté The Crown, mais en beaucoup moins rock'n'roll en fait. Ouais. Très belge.
finalement. Voilà. C'est The Crown Ouais, il y a sur la beaucoup- série télé. Il y aurait peut-être à chercher du côté de ceux qui l'entourent aussi. Hein. Je pense aussi à une certaine foi religieuse, je pense à des choses qui dépassent peut-être la famille, mais je suis d'accord avec Nicolas que ça n'a pas une grande importance. Par contre, quand vous disiez est-ce que les temps Non, ont mais changé, enfin, ça met un peu de est-ce qu'on a- légèreté Bah oui, dans voilà. l'actualité. Et puis finalement, la famille royale, c'est un peu notre famille à nous. Tout le monde peut s'y retrouver. C'est Tout à aussi fait. ça qui est intéressant. On a tous un frère un peu comme ça, ou une sœur, machin, un beau-père, une belle-mère. Enfin, c'est très très symbolique, quoi. C'est pas que la royauté. C'est pour ça aussi que c'est intéressant. Ça parle à tout le monde. Et puis, une tradition historique aussi. Vous demandiez si les temps avaient changé. Il faut quand même se rappeler aussi de Léopold II. Hein, c'est la même famille. Lui, des enfants, je crois qu'il en a fait beaucoup, un peu partout. Et il ne faut pas croire que les gens trouvaient ça bien. Mais il y avait aussi des camps. Il y en a qui trouvaient, bon, c'est un fameux baiser, nos trois, c'est pas mal. D'autres qui disaient c'est un ignoble individu. Bon, on l'a caricaturé, mais alors 100 fois plus que tous les rois suivants. Mais on s'est un peu lâché aussi parce que la famille royale s'est ouverte avec toutes ces histoires-là. Moi, quand je me rappelle, Léopold en dessinait beaucoup. au milieu des années 2000, on m'a demandé d'écrire un sketch pour la revue des Galeries. J'avais fait un truc avec le roi. On m'a dit non, théâtre royal des Galeries, c'était pas possible. Et puis on l'a fait arriver dans Voter pour moi en 2007, où il a commencé, ses premiers mots c'était nom de Dieu, nom de Dieu. Enfin, le truc qui. Et ça a sidéré tout le monde parce que c'était impossible à faire. Donc c'est pas si vieux qu'on puisse se moquer comme Mais ça de la justement, famille est-ce qu'il royale. y a des tabous? Bon, là, vous évoquez la famille royale. là, Il y a il y en a des plus. tabous dans le dessin de presse? Non, il n'y en a qu'on pas, ne mais peut pas c'est la manière traiter. dont on les traite. Enfin, moi, je pense qu'il n'y en a pas. Les tabous, c'est les tabous des lecteurs. Donc, Les tabous sociaux. On les connaît. Nicolas en a parlé tout à l'heure. Dont le principal, c'est la mort ou la maladie. Il y a la religion, il y a le sexe, etc. Et donc, ça dépend des lecteurs que vous avez. Donc, en fait, moi, j'estime qu'il n'y a pas beaucoup de censure chez nous. Donc vous adaptez, il y a une forme d'autocensure, alors vous adaptez vos Non, dessins au public que vous visez? Pas d'autocensure, mais effectivement, on adapte son dessin en fonction du média pour lequel on travaille. Je travaille pour l'avenir, je ne vais pas faire les mêmes dessins que si je travaillais dans Charlie Hebdo, évidemment. Ils ne vont pas accepter. Mais ça, on est tous dans le cas. Et Les Charlie Hebdo, journaux pour lesquels on travaille c'est ne nous appartiennent pas. le Graal pour vous, c'est-à-dire l'endroit où on peut tout se permettre? Non, c'est pas le ou Graal. Le pas problème, C'est l'endroit peut-être où on peut Moi, je tout se voudrais pas permettre. travailler mais c'est pour pas Charlie le- Hebdo. moi non c'est pas plus. le Et Graal. le problème, c'est qu'on est devenu un peu, on a été catalogué de fait comme tous les ambassadeurs de Charlie Hebdo. Ouais, on a Or, le l'impression dessin de que- presse, c'est pas que Charlie Hebdo. Je veux dire, vous pouvez aimer les Sex Pistols. Mais écoutez les Sex Pistols 24 heures sur 24, c'est un peu gonflant quand même. Vous pouvez aimer des trucs un peu plus doux aussi. C'est pareil, il y a différents dessins de presse. Il n'y a pas que Charlie Hebdo. Moi, quand je vais dans les écoles et je parle de Charlie Hebdo, le meilleur moyen que j'ai pour défendre Charlie Hebdo, je dis que c'est un journal que j'aime pas et que je lis pas, parce que je trouve que c'est un journal de vieux cons franchouillards en général. C'est un journal qui m'excite pas du tout, mais tant qu'il reste dans le cadre de la loi et non pas de la morale, il ne faut pas mélanger la morale et la loi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais réduire le dessin politique à Charlie Hebdo, c'est justement extrêmement réducteur. Oui, je pense que c'est très, On a très, tous très été important. assimilés à ça. C'est important ce qui fait remarquer, et j'aime bien sa comparaison avec les Sex Pistols, où on peut prendre avec le rock'n'roll. Moi, je je sais dis pas, ils la font du musique punk et britannique. moi, je joue de la flûte traversière, personnellement. Voilà. Donc, on fait de la musique tous les deux, mais pas de la même manière du C'est tout. ça. Quoi. Aimer le punk si vous voulez, ne reprochez pas à Adamo de ne pas en faire. Adamo, il fait ce qu'il a envie de faire, c'est pas de l'autocensure ou c'est de l'autocensure si vous C'est voulez, un c'est qu'il style. fait ce que lui veut faire. Et nous, on est effectivement un peu fatigués d'avoir toujours pour étendard Charlie Hebdo, comme si c'était la Champions League en matière de dessin de presse. Non, c'est un journal qui est très spécialisé. Si je dessine dans un journal canin, on va dire, je vais dessiner des chiens, hein, il y a beaucoup de chance. Si je dessine dans un journal de cul, je vais mettre tous mes personnages à poil. Charlie Hebdo est un journal satirique, très laïque, volontaire, etc., que moi j'aime peut-être plus que Nicolas. C'est mon droit, j'aime bien, mais je n'y dessine pas. Si j'y vais, je dessinerai comme eux, et j'ai des choses à dire comme eux. Dans le soir, c'est pas qu'on m'en empêche, j'ai absolument pas, c'est pas mon boulot, je suis pas là pour ça. Et j'aime bien dire d'ailleurs depuis l'actualité récente que le plus emmerdé, et il nous rejoint, c'est Macron, hein, parce que moi je le plains, le pauvre Macron qui est obligé maintenant de présenter les dessins bite-couilles, excusez-moi de parler comme ça, de Charlie Hebdo comme la France. C'est ça, la France et la liberté de la France. Je suis sûr qu'il voudrait parler de Victor Hugo et de Voltaire, comme toujours. Hein. Et il est obligé de dire, non, ceux-là, vous savez, ça c'est la grandeur de la France. Ça l'emmerde très certainement. C'est pas la grandeur de la France, c'est de la déconne. C'est une partie, très, très bien. c'est une très petite partie de la France. En plus, c'est un journal peut-être presque unique au monde. Oui, il y a des journaux satiriques qui nulle n'en part existent
partout, fait ce genre de trucs. Et même ici, ça n'arrête pas le public. Ils ont essayé quelquefois, ça n'a pas fonctionné parce que la société française est clivante à tous les niveaux. Et donc, ça va avec la laïcité à la française. Ça fait partie de la culture française, mais c'est une partie de la culture française. Par rapport au tabou, je trouve que cette année, on a vraiment vu les tabous en vrai. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, le tabou de la mort. Là, c'est beaucoup plus intéressant parce que faire des dessins qui vont à rebrousse-poil du sentiment dominant, là, c'est s'attaquer à un tabou. Parce que s'attaquer à un tabou, la religion, c'est facile. Mais quand vous attaquez à la question de la mort, là, ça touche vraiment tout le monde. Et là, vous avez vos propres amis qui vont être choqués par un dessin. Et là, tout à coup, c'est plus intéressant parce que ça vous oblige vous-même à réfléchir aux tabous que vous pourriez avoir. Des tabous, il y en a dans tous les pays. Vous savez, j'ai habité 6 ans en Australie. Il y a des tabous qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas ici. Par exemple, l'argent n'est pas un tabou là-bas. Quand vous arrivez, on vous demande d'où vous venez ethniquement parlant, parce que ça fait partie de la culture, vous dites ça ici, vous êtes catalogué d'extrême droite. En revanche, là-bas, on n'a jamais le droit de parler de philosophie, de politique ou de cul à table, par exemple. Donc il y a des tabous. Ça, c'est dommage. Je peux parler que On va revenir quand même sur, puisqu'on parle de Charlie Hebdo et des caricatures, on va y revenir avec quand même un fait qui a marqué cette année, c'est l'assassinat de Samuel Paty. Mais on va le faire juste après cette petite pause. Donc. Nous sommes en salle de presse avec Pierre Kroll, Jacques Sondron, Frédéric Dubus et Nicolas Vado. Nous évoquions juste avant cette pause l'un des autres faits qui a marqué cette année, c'est l'assassinat de Samuel Paty, cet enseignant français qui avait osé montrer des caricatures de Mahomet en classe. Alors, comment est-ce qu'on fait la part des choses, messieurs, entre d'une part l'offense pour certains et la liberté pour d'autres ? La loi et la morale, c'est aussi simple. La loi s'applique à tous, la morale vous regarde vous-même. À partir du moment où on reste dans le cadre de la loi, il ne faut jamais oublier que la loi est très claire, la liberté d'expression est cadrée, vous n'avez pas le droit de diffamer ou d'insulter une personne. En revanche, une religion, ça n'est pas une personne, c'est une idée. Si vous avez envie de dire tout le mal que vous pensez d'une idée, dans une démocratie, c'est votre droit. La limite, c'est le droit. Charlie Hebdo n'a jamais passé outre cette limite. La morale n'est jamais que la vôtre. Et si on gouverne avec la morale, c'est le début de l'arbitraire. C'est aussi simple que ça. C'est très clair comme définition. Quelqu'un veut y apporter quelque chose? Le professeur a tout dit. Le professeur a tout dit. Oui. Avec Dubus, c'est bon. Oui, moi, c'est pas le genre de sujet que j'aime bien traiter. Je suis pas très à l'aise. Mais vous êtes d'accord quand même avec cette définition-là? Oui, enfin, je veux dire, personne ne peut justifier qu'un mec se fasse décapiter parce qu'il a montré des caricatures. Enfin, voilà. Jacques Sondron? Non, rien d'autre à ajouter. Sur la même ligne. Sur la définition, rien à ajouter non plus. Maintenant, c'est ce que les choses devraient être. Après, il y a les rapports de force. Le terrorisme, vous savez ce que c'est. Ça peut être une minorité qui, tout d'un coup, va mettre de son côté le rapport de force parce qu'elle fout la trouille à tout le monde en tuant des innocents. Et c'est ce qui se passe là-bas. Et moi, j'ai eu, à l'entame, pour bien parler, de ce procès de Charlie Hebdo, et c'est juste après qu'est arrivée la décapitation de ce professeur, une phrase un peu dure, mais je la maintiens, c'est que sur ces questions-là, sur l'image du prophète à dessiner, à pas dessiner, à moquer, à pas moquer, ils ont gagné. Les musulmans qui, en 2005, ont commencé toute cette histoire à propos des caricatures publiées dans les journaux danois, sont à la base de toute l'histoire, et puis de la publication par Charlie Hebdo de ces dites caricatures, et puis, etc. Vous connaissez tout ça. Ces caricatures-là qui sont le début de l'histoire, les 12 danoises, qui ne sont pas terribles, franchement, il n'y a pas une paire de fesses là-dedans. Non, c'est pas très bon. On ne peut plus les montrer. Même Mon Journal en Belgique, même Le Monde. Seul Charlie Hebdo a remontré les dessins. On ne peut plus les montrer. Personne ne prendra le risque de les remontrer. Les republier. Expliquer. Vous voulez expliquer que Adolf Hitler était nazi, je crois que vous le savez, mais enfin bon, et l'antisémitisme nazi, vous republiez tout le temps les caricatures du juif sus, de ces juifs avec un grand nez. Vous montrez les images pour qu'on puisse comprendre ça. Ici, vous ne pouvez pas montrer les images qui ont été le début de cette affaire-là. Et ce professeur l'a fait. Vous ne pouvez pas vous parler de qui? Mais des journaux. Il n'y a que Charlie Hebdo. Est-ce que vous publieriez, vous les montreriez? Oui, je pense que nous les montrons, oui. Vous les avez montrés? Oui, bien sûr. Ça fait partie de l'illustration pour savoir de quoi on parle. Vous prendriez le risque Moi, j'ai pas revu ces images beaucoup à la télévision. Je crois que personne n'a vu ces caricatures. Après les attentats, j'étais rédacteur en chef de l'Écho. Après les attentats de Charlie, le 8 janvier, en une de l'Écho, on avait mis toutes les couvertures de Charlie. C'était de Charlie, mais pas celles pas des Danoises.
Mais je dis pas que ça existe Mais un c'est vrai peu. que- Mais le journal Jylland-Posten, par exemple, Non, mais ce que je allez voulais- les la interroger. question- Au Danemark, la ils ont dit on ne question veut qui était plus la mienne. entendre parler de cette histoire. Donc je veux dire que sur cette bataille-là, les frères Kouachi, qu'est-ce qu'ils voulaient, les frères Kouachi? Ils voulaient qu'on ne dessine plus le prophète quelque part. Vous pouvez me montrer des caricatures du prophète depuis? Je ne veux pas faire, moi, le non. service après-vente Mais de ça, Charlie ce que vous Hebdo, je dites- n'en suis ce pas. que vous dites Mais il là, faut Pierre reconnaître Kroll, que c'est... pour bien comprendre, ça veut dire qu'il y a une forme d'autocensure aujourd'hui de la presse qui Oui. ne veut Oui. plus montrer ces Absolument. dessins d'illustration. Absolument. Oui. Et je ne la juge pas complètement timorée, etc. Je peux comprendre. Moi, je n'ai pas à gérer un État. Hein. Quand vous devez vous prendre Erdogan en face et les menaces de la Turquie par rapport à la France, etc., je comprends que peut-être le président français trouve que ce n'est pas vraiment le moment d'en remettre. C'est un autre problème. Mais ça Je s'appelle de la constate tout diplomatie, simplement. hein, Je ça. constate tout simplement que ceux qui voulaient, à coups de Kalachnikov, etc., qu'on ne fasse pas de caricature du prophète et qu'on ne remontre plus celle de l'époque, eh bien, ils ont gagné cette Et bataille. ils ont gagné doublement parce que Charlie Hebdo est devenu tout ce qu'ils détestaient, c'est-à-dire une institution. Alors on va passer à l'un des autres sujets qui ont marqué... Oui, rions un peu. Quand même. Qui un peu, je ne sais pas si on va rire, parce on a qu'on va plus parler beaucoup de temps, là. politique. Alors parfois si, ça c'est serait parfois drôle, comique quoi. en Belgique. Alors justement, la Belgique offre un terrain de jeu plutôt propice pour les dessinateurs. Tous les pays, de je pense, presse. hein, sauf peut-être effectivement l'Iran, le Pakistan, mais oui, enfin, à partir du moment où on a un gouvernement, c'est... Mais c'est pas souvent. Hein. Non, même quand on n'en a pas. Même quand on n'en a pas. Ah, c'est Enfin, peut-être que quand on non, n'a mais- pas qu'il y a mais plus de c'est dessins la à base faire. de la caricature, c'est de rire de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui ne nous gouvernent pas. Qu'on commence à dessiner les professeurs dans sa classe, c'est le même système. Donc forcément, le gouvernement, c'est la première... ou le non-gouvernement, comment dire, c'est le premier sujet qu'on va traiter, forcément. C'est Alors, le pouvoir contre ceux qui n'en ont pas. Alors justement, en parlant de politique, Pierre, vous évoquiez tout à l'heure, vous racontiez quelque chose d'intéressant, vous parcourez... Toujours, c'est vrai, mais un truc encore plus intéressant, vous parcouriez les dessins américains pour comprendre ce qui se passait. Est-ce que dans vos dessins, vous voulez aussi quelque part relater les événements avec ce regard particulier qui fait que les gens peuvent suivre l'actualité juste avec vos dessins? Et est-ce que à ce moment-là, est-ce que vous êtes vous-même, vous qualifiez vous-même de journaliste, ou vous êtes une catégorie à part du journalisme, ou même pas, vous êtes une catégorie à part totalement? Plantu a dit qu'on était le Canada Dry du journaliste, c'est-à-dire ça a la couleur du journaliste, le goût du journaliste, mais c'est pas du journalisme. C'est un peu ça quand même. Le journaliste, il est tenu à une certaine objectivité, il doit relater les faits. Nous, on est Nous, tenus on à est payé pour être de mauvaise foi. Voilà. Donc, Oui, mais le journaliste peut être éditorialiste par moment. Donc oui, mais alors, ça, on est. c'est un éditorial, c'est pas un article. Il Bien fait un sûr. Il est éditorial quand même dans lequel journaliste à la base. il donne un point de vue. Nous, on ne fait que ça. Et de préférence, d'être de mauvaise foi et de voir tout ce qui ne va pas. Et... Il faut être de mauvaise foi pour faire un bon dessin. Pas un bon dessin. Mais Je pense qu'on a enfin, quand moi, même je un pense. devoir de mauvaise foi. Il y a notre signature, donc en effet, c'est de l'éditorial. Donc, il faut bien comprendre aussi, parce que les gens ont tendance à nous critiquer sur ce qu'on dessine ou sur ce qu'on dessine pas. Ils pensent qu'un dessin est quelque chose d'exhaustif. Un dessin, c'est pas exhaustif, c'est une fenêtre. C'est un point de vue sur l'actualité. On ne prétend pas détenir ou délivrer la vérité. Nous avons notre point de vue en tant que dessinateur. Les gens peuvent connaître nos sensibilités politiques ou pas, mais on est là pour documenter le présent. Et c'est vrai que moi, il y a des dessins que j'ai faits sur BHV en 2014, je les regarde aujourd'hui, je les comprends plus. Hein. Parce que c'était tellement compliqué, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est vrai qu'on est là pour documenter ce qui se passe. Alors moi, je dois dire que les feuilletons de non-gouvernement politique, ça me gonfle aussi quand même pas mal. Mais quand on a un gouvernement, c'est plus intéressant. Et quand on n'a pas de gouvernement et qu'au milieu de ça, on a une pandémie épouvantable avec une première ministre qui est là parce que personne d'autre veut sa place, ça devient intéressant parce que tout à coup, il y a une résonance avec ce que pense le grand public. Pierre Kroll? Oui, je dirais, on est journaliste un peu par élimination. Si je ne suis pas comptable, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas pédicure, je ne suis pas dresseur de lions. Bon, je travaille dans les journaux, donc pour ça, je suis un peu proche de ce que vous faites, Johan. Les différences, on les a dit, c'est vrai, effectivement, on ne nous oblige pas à la neutralité, à chercher l'information. Moi, je ne la cherche pas non plus. Je prends celle que les journalistes me donnent. Hein. Je crois que nous tous, on n'a pas nos informateurs particuliers et tout ça. Bon, cette différence-là étant faite, on a des fonctions dans un journal qui ne sont pas effectivement celles du journaliste. Et elles sont multiples, et je crois qu'aucun de nous, on les prend comme un cahier de charge à chaque fois qu'on va faire un dessin. Mais parfois, on est là pour venger le citoyen par rapport au pouvoir quand il en a un peu marre. Mais rien que ça a un sens.
c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Moi, je trouve que l'humour... Bon, c'est un autre débat, mais enfin, est un peu menacé de notre époque, le politiquement correct, tout ce qu'on veut, etc. Or, on le remarque très bien avec le coronavirus, je vois ça depuis peu de temps, moi, d'une fonction importante qu'il a, c'est que si vous permettez aux gens qui en ont marre de porter un masque, qui disent qu'ils ont peur du vaccin, que ça emmerde de voir tout le temps des ministres nous dire ça, si vous leur permettez de se foutre de la gueule de tout ça, ils vont pas aussi vite aller courir chez les complotistes et les populistes pour trouver un discours autre que le discours officiel. Parce que c'est vrai que pour le moment, il y a quand même une religion d'État. Hein. On doit tous bien obéir, on doit tous pas remettre en cause tout ça, etc. Et les seuls qui vous disent autre chose, c'est des gens qui vous disent que tout ça, c'est pour nous mettre une puce dans la tête, que tout ça est inventé, je ne sais pas quoi, et peut-être que la Terre est plate et qu'il n'y a pas de virus de l'autre côté. Bon, mais si nous, on est juste là pour dire, attendez, avec plus ou moins d'intelligence, rions de tout ça, tout ça est rigolo, on permet au moins de vivre avec. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. C'est une petite soupape. Enfin, moi, effectivement, on n'a pas d'opinion. Enfin, moi, j'ai pas d'opinion à donner. On essaie d'alléger simplement un petit peu l'actualité en riant avec les autres, quoi. C'est pas, pour moi, le dessin de presse, l'humour, c'est pas un glaive comme à Charlie Hebdo. Pour moi, c'est plutôt un bouclier. On sort le bouclier pour se défendre. C'est une arme de défense et ça permet, je pense, à tout le monde de dire ah ben oui, effectivement, ils pensent ça aussi. Donc oui, effectivement, rions-en, mais moi, personnellement, j'ai effectivement pas de discours politique à proposer. Hein. Mais alors, rions-en, justement, Nicolas, désolé, mais rions-en, justement, c'est la fin d'année, les fêtes sont là, donc vous avez vos traditionnels... Oui, nous, on a un mauvais service de presse, on ne vous a pas fait parvenir. Oui, mais tout le monde ici autour de la table, les quatre, vous avez vos livres de fin d'année qu'on retrouvera évidemment dans toutes les bonnes librairies. Nicolas Vado, Pierre Kroll, Jacques Fondron, Frédéric Dubus, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour évoquer l'année 2020 avec de la couleur, avec des dessins, avec de l'humour surtout. Espérons que 2021 nous fera un peu plus rire. Je vous souhaite justement des meilleurs vœux pour 2021. Je vous retrouve l'année prochaine.